Alors, quelques mots sur la partie introductive de la note. Il m'a semblé intéressant de décrire avec un petit peu de détail, même si la note fait qu'une douzaine de pages. Je me suis dit que je vais quand même passer un peu de temps pour expliquer les conditions dans lesquelles cette mission a été reconduite et comment les tractations ont eu lieu au sein du Conseil de sécurité, parce que j'ai trouvé que c'était assez illustratif de débats qui ont lieu au niveau politique et qui touchent précisément à la façon dont on conçoit la présence des Nations Unies dans la longue durée pour accompagner des processus de sortie de conflit, et comment on perçoit ce processus de transition. Et parce qu'ici, on va discuter essentiellement entre praticiens et experts et observateurs, mais évidemment, il y a aussi une couche politique et il faut évidemment en tenir compte. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est le Conseil de sécurité qui décide, et le Conseil de sécurité, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est assez partagé sur le sujet, et en tout cas, dans le cas d'Haïti, c'est de très haute lutte et de toute justesse que la prolongation a été obtenue, alors qu'au départ, la Chine n'était pas très favorable, ne souhaite en tout cas pas qu'il y ait une reconduction automatique pour une nouvelle période de 12 mois. S'en est suivi une tractation assez complexe, avec finalement deux positions extrêmes. D'un côté, celle de la Chine, dont on voit bien qu'elle envisageait plutôt une stratégie de sortie à relativement court terme, et à l'autre extrême du continuum, le groupe dit A3+1, c'est-à-dire les trois pays africains membres du Conseil, le Niger, le Kenya et Madagascar, auxquels s'ajoutent Saint-Vincent et Grenadines. Et ces quatre États proposaient, quant à eux, plutôt de réévaluer le mandat de la mission, mais plutôt dans un sens de renforcement, tenant compte de la dégradation de la situation à tout point de vue, qui aurait, à mon sens, de leur point de vue, même si ce n'était pas formulé ainsi, ouvert la voie à une évolution de la mission qui ne serait plus une mission d'appui politique, mais qui serait, d'une certaine façon, revenue sur certains éléments des mandats des missions précédentes, donc une sorte de réengagement des Nations Unies au service de la transition en Haïti. Et les pays européens étaient un petit peu dans une position intermédiaire entre ces deux positions, mais quand même finalement assez proche de la position de la 3+1. Et donc, on voit bien ici la tension qui existe au sein du Conseil de sécurité entre, pour faire simple, plus d'engagement de l'ONU aux côtés des situations complexes comme celle que connaît Haïti, ou moins d'engagement de l'ONU parce que, du point de vue de la Chine, c'est une forme de tutelle politique qui est exercée par l'organisation internationale sur un État souverain, et on connaît la position traditionnelle de la Chine sur ce type de questions. Et donc, il faut bien savoir que quoi qu'on puisse dire dans ce type de webinaire, de réflexion, quoi que je puisse écrire dans les notes que je produis, à un moment donné, ça passera par le filtre du Conseil de sécurité. Il faut être conscient qu'il n'y a pas consensus actuellement sur la façon d'agir, sur la temporalité de l'action, sur l'intensité de l'engagement de l'ONU dans ce type de situation. Alors, vient ensuite le bilan de ces 15 années de présence de l'ONU, un bilan qui n'est pas en demi-teinte, il est clairement négatif, puisque si on doit prendre Haïti comme exemple, comme prototype de processus de transition, avec l'application de stratégie de sortie, la façon de concevoir un engagement à long terme de l'ONU et comment il peut se décliner dans le temps. Bon, voilà, ici, au terme de 15 ans, peu ou pas de progrès par rapport à la situation qui prévalait au moment où la MINUSTAH a été déployée. La stabilité politique n'est pas présente, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle l'assassinat récent du président de la République et les conditions extrêmement incertaines d'organisation des prochaines élections. Qualité de la gouvernance, j'ai repris une citation du dernier rapport du secrétaire général qui souvent quand même utilise un langage diplomatique. Et bien même dans le langage diplomatique utilisé par le secrétaire général, moi je lis « toutes les branches du pouvoir sont dysfonctionnelles ». Voilà, c'est le secrétaire général qui l'écrit, donc le constat est quand même assez glaçant. Au niveau économique, 68% de la population est au seuil de pauvreté ou sous le seuil de pauvreté, donc plus des 2/3. Et au niveau de la sécurité, eh bien, les bandes armées continuent à semer le trouble et à provoquer une mortalité extrêmement importante, comme aux plus belles heures de
des tontons macoutes de Duvalier. Donc, on pourrait dire, malheureusement, à cet égard, rien n'a changé. Donc, voilà, si on s'en tenait à ce bilan, on pourrait dire échec sur toute la ligne qu'a fait l'ONU pendant 15 ans. Les choses sont évidemment un peu plus complexes. J'ajouterais à cette couche déjà assez pessimiste la situation quand même très préoccupante au niveau sanitaire, puisque la couverture vaccinale contre le Covid est balbutiante, et que, encore plus inquiétant, une enquête que je cite dans la note, à laquelle l'UNICEF a participé, montre que 78% de la population haïtienne est a priori défavorable à la vaccination, ce qui, pour l'instant, si le taux de vaccination est faible, c'est parce qu'il n'y a pas assez de doses, mais même s'il y avait des doses, ce n'est pas certain que ça marcherait très bien si 78% de la population n'est pas favorable. Et c'est d'autant plus inquiétant que comment interpréter que plus de 3/4 de la population soit plutôt hostile à la vaccination. Sinon, mais là c'est une hypothèse, je n'ai pas fait d'études sur le terrain pour le corroborer, mais quand même tenter d'interpréter ça comme consécutif à une défiance générale de la population vis-à-vis de toutes les formes d'autorité qui se sont montrées depuis tant d'années, comment dire, inaptes à exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait ce type de défiance par rapport à les campagnes qui sont menées à cet égard. Donc, ça, c'est pour la situation en Haïti. Alors, le réflexe, c'est évidemment d'aller voir ailleurs ce qui a un peu mieux marché pour voir si, dans quelle mesure les leçons apprises et les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs pourraient, avec bonheur, être appliquées en Haïti. Donc, quelques éléments d'analyse sont proposés dans la note sur ce qui s'est passé au Timor-Leste et en Côte d'Ivoire. De façon vraiment très télégraphique, en gros, les éléments plutôt favorables au Timor-Leste, ça a été la participation et l'inclusivité, vraiment le souci de ne pas plaquer des éléments de réforme du secteur de la sécurité ou de réforme politique ou de gouvernance par le haut, mais bien en associant étroitement les différentes parties prenantes, et en particulier les femmes. Et ça a plutôt donné des bons résultats, meilleurs qu'en Haïti. Et également, dans le cas de la Côte d'Ivoire, là, c'est plutôt la coopération entre les différentes parties prenantes, organisations, Agence des Nations Unies, ONU elle-même, organisations régionales et sous-régionales africaines. Donc là, c'est des choses qui ont plutôt bien fonctionné. Et bon, on ne peut évidemment pas considérer que la transition en Côte d'Ivoire soit absolument parfaite. Il y a évidemment des choses qui doivent encore être améliorées, mais il y a de toute évidence des leçons apprises positives qui pourraient être inspirantes pour la suite en Haïti. On le voit d'ailleurs dans les écrits les plus récents du secrétaire général de l'ONU, qui appelle à davantage de coopération entre les partenaires, donc l'ensemble des parties prenantes qui opèrent sur le territoire haïtien pourraient davantage coordonner leur action et ainsi se montrer peut-être plus efficaces. Ce qui me semble assez évident et que j'esquisse dans la conclusion de la note, c'est que Haïti montre ce qu'on savait déjà, mais il illustre, je pense, de façon très, très claire, c'est qu'il n'y a pas de séquentialité type, c'est-à-dire que une phase de sortie de conflit, ça ne passe pas par une étape 1, une étape 2, une étape 3 de façon standard. En réalité, il y a des retours en arrière qui sont liés à l'évolution de la situation sur place ou à un cataclysme naturel comme un tremblement de terre, ce qu'on a connu en Haïti. Et donc, on peut revenir plusieurs années en arrière en l'espace de quelques instants. Donc, pas de séquentialité automatique. Et surtout, on est amené à faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de la consolidation de la paix, de la réforme du secteur de leur sécurité et du maintien de la paix, alors que souvent on a tendance à considérer que ce sont des activités qui se succèdent les unes après les autres. C'est en fait un peu plus compliqué que cela. Ce qui me semble aussi très important dans le cas d'Haïti, c'est l'importance de remettre les choses dans le temps long, de bien voir quelle est l'influence de l'acteur historique qui plonge finalement assez loin leurs racines dans l'histoire du pays, et que du coup, ça amène à être un peu plus modeste ou réaliste, en tout cas, dans la détermination des objectifs raisonnables que l'on peut assigner aux interventions extérieures. Sur une base très claire, c'est que il y a transition et transition. Alors, pour faire simple, je dirais il y a la transition
c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existait avant, qui a été affecté par un conflit, et on va reconstruire cet élément. Ça, on peut se dire qu'il y a raison que ça ne marche pas, parce qu'il suffit d'amener des moyens, des formations, etc., le cadre qui permet de reconstruire ce qui préexistait. Et puis, il y a une transition créatrice, c'est-à-dire qu'on amène dans un pays des dispositifs qui n'y ont jamais existé. Il y a des pays qui n'ont jamais connu un véritable état de droit, qui n'ont jamais connu la stabilité politique. Et donc, il me semble quand même, et ça n'apparaît pas très clairement dans les mandats qui sont donnés aux opérations, de bien définir qu'on n'est pas dans le même ordre de difficulté et que donc on ne doit pas non plus être dans le même ordre d'exigence au moment de l'évaluation. Est-ce que la mission est efficace ou pas? Il faut tenir compte du matériau sur lequel la mission peut s'appuyer. Ce n'est pas la même chose dans un cas ou dans l'autre. Et évidemment, au moment de l'évaluation, la sévérité de l'évaluation devra tenir compte, je pense, de ces conditions initiales, et d'où la citation de Confucius que je propose en exergue de la note. C'est à mon sens, dans des pays comme ceux-là, mais probablement que le raisonnement serait valable dans d'autres lieux où des opérations similaires sont en cours. Il me semble que assigner comme objectif de restaurer, d'établir l'état de droit, on ne parle même pas de restauration puisqu'il n'a jamais vraiment existé de façon stable auparavant, semble être une annonce qui par avance signe l'échec de l'opération, parce qu'il ne me semble pas que dans la temporalité dans laquelle travaille le Conseil de sécurité, il est raisonnable de penser qu'une opération puisse amener l'état de droit avec tout ce que ça suppose de changement de mentalité, de changement de culture. C'est des choses qui doivent se placer dans le temps long. Alors, ça ne veut pas dire, et c'est là toute l'importance de la citation de Confucius, qu'il faut avoir des objectifs moins ambitieux. Donc, je ne dis pas qu'il faut renoncer à apporter la démocratie, l'état de droit, et qu'on pourrait se contenter finalement d'objectifs à mi-chemin, parce que ce serait déjà pas mal pour Haïti, et de compte fait, il devrait déjà être content avec ça. Non, l'objectif ne doit pas être abaissé, mais on peut considérer que cet objectif n'est pas atteignable à court terme, et qu'il y a des étapes intermédiaires qui devraient être définies et critérisées, qui permettrait alors de définir le succès ou l'échec de l'ONU par rapport à des objectifs plus raisonnables, plus réalisables que l'objectif final souhaité, qui lui est probablement plus difficile à atteindre dans les conditions actuelles. Voilà, je pense que je vais en rester là. Je vais peut-être même déjà excéder les 10 minutes qui m'étaient imparties. Merci pour votre attention.